Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en cette fin de semaine. Voici les titres que nous développerons ce vendredi 28 novembre. La magie de Noël s'empare de Monaco. Hier, la famille princière a procédé au déclenchement des lumières installées par la mairie. La place d'Armes, puis l'ensemble des quartiers se sont parés de milliers d'éclairages féeriques. Retour sur cette traditionnelle cérémonie dans un instant. La commission de coopération franco-monégasque s'est réunie aujourd'hui. Nous évoquerons en détail les sujets abordés, parmi eux la lutte contre le blanchiment d'argent et la mobilité. Nous recevrons ensuite Victoria Stevenson, directrice générale du Columbus Monte-Carlo. Elle est la première femme directrice d'hôtel à Monaco. Qui dit hôtellerie dit aussi restauration, foie gras, truffes, caviar. Le salon Monte-Carlo Gastronomie a ouvert ses portes aujourd'hui. En fin d'édition, nous vous emmènerons découvrir les stands gourmands. L'image est digne des films de Noël. Hier soir, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont donné le coup d'envoi des illuminations de la ville, place d'Armes, un moment féerique qui lance la saison des fêtes. Alban Gingembre et Camille Caloni. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est le décompte qui lance les festivités de Noël. La famille princière donne le traditionnel coup d'envoi des illuminations. Tous les quartiers de la principauté sont désormais parés de milliers de lumières, des éclairages LED pour une consommation d'énergie réduite. Nous avons renouvelé la moitié des illuminations dans la ville. Également au niveau du Larvoto, vous pourrez admirer une grosse structure illuminée. Des illuminations qui marquent le début d'une période féerique en principauté avec son lot d'événements. Le 5 décembre, nous allons inaugurer le marché Noël qui est donc sur le thème les nounours. Comme le thème l'indique, ça sera vraiment un village un peu cocooning qui essaiera dans des vitrines de faire s'animer des nounours pendant toute la période où le village est ouvert. Mais également les week-ends, il y aura des animations qui seront proposées avec des ateliers pour enfants, également des parades et des concerts. Programmation qui s'adresse aux petits et aux grands, aux monégasques, aux résidents et à tous les visiteurs. Et avec l'ouverture du village de Noël, le retour tant attendu de la patinoire. À noter également que demain, le lancement des illuminations de la Monte-Carlo Société des Bains de Mer depuis la place du Casino aura lieu. Dans le reste de l'actualité, la commission de coopération franco-monégasque s'est réunie ce matin au ministère d'État. Instituée en 2002 dans l'esprit de la communauté de destin qui lie les deux pays, cette commission a lieu annuellement en alternance à Paris et à Monaco. À l'ordre du jour figurait notamment la question de la mobilité. Écoutons le ministre d'État et la secrétaire générale du Quai d'Orsay au micro d'Alexandra Pani. Le voyage du président de la République cette année, à l'été dernier, avait permis de témoigner de la qualité de cette relation. Et aujourd'hui, à l'occasion de cette nouvelle réunion de la commission franco-monégasque, nous avons eu l'occasion de réaffirmer, de rappeler, de souligner bien sûr l'importance de cette relation particulière qui existe entre Monaco et la France. Nous avons parlé aujourd'hui de sujets très concrets. D'abord, de témoigner de l'avancement du chantier de la mise en œuvre des standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment. C'est la volonté de la principauté de sortir très vite de la liste grise du GAFI. Et nous avons souhaité informer la partie française des progrès qui avaient été accomplis et confirmer l'engagement du gouvernement monégasque dans cette perspective. Nous avons parlé aussi de sujets qui intéressent le quotidien des monégasques, les transports, par exemple la mobilité, les ouvrages qui doivent être réalisés souvent sur le territoire français et qui exigent un cadre juridique extrêmement rigoureux pour permettre d'avancer de façon normale sur ces projets qui par ailleurs représentent des montants financiers importants. Nous avons parlé de la gestion des déchets, nous avons parlé également de sujets qui intéressent la représentation diplomatique et consulaire de la France dans la principauté. Nous avons parlé également aussi de la Convention franco-monégasque en matière de sécurité sociale qui remonte à 1952 et qu'il faut sans doute toiletter pour permettre de répondre aussi à certaines difficultés, j'allais dire administratives,
administratives ou techniques. Nous avons parlé de la convention douanière entre nos deux pays, sujet là aussi extrêmement important. Elle arrive, je dirais, dans le droit fil de la visite d'État du président de la République en juin dernier. Et donc, nous sommes vraiment maintenant très directement dans la mise en œuvre des orientations qui ont pu être énoncées lors de cette visite par nos deux chefs d'État. Et des questions qui sont vraiment à la fois très concrètes et encore une fois qui intéressent directement les citoyens monégasques, français, les Français qui viennent travailler ici ou bref, des deux côtés, nous avons des populations très très mêlées et l'intrication est très forte entre les deux États et entre les citoyens, et donc il était important que nous puissions évoquer l'ensemble de ces sujets. Première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les jeunes, Monaco lutte à travers la Fondation Princesse Charlène, été comme hiver, contre la noyade. C'est d'ailleurs en sa présence qu'une opération de sensibilisation avait lieu ce matin au Grimaldi Forum auprès des élèves de CP de la Principauté. Frédéric Elion, Jean-Alexandre Dordet et Clélia Renaud étaient à leur côté. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à sauver des vies. Vendredi matin, la Fondation Princesse Charlène de Monaco organisait sa traditionnelle journée de sensibilisation à la noyade. Pour cette 3e édition, direction le Grimaldi Forum, la Princesse Charlène était présente au milieu des enfants pour cette matinée d'apprentissage aux gestes qui sauvent des vies. Ces journées regroupent un gros dispositif puisque ce sont l'ensemble des classes de CP de la Principauté qui y participent. Ça représente quand même 17 classes pour plus de 300 enfants et ça mobilise une 60aine d'accompagnateurs. Donc on est très heureux d'accueillir tous ces enfants en Principauté et d'essayer de leur donner quelques clés ou comment se prémunir face au danger de la noyade. 10 ateliers étaient proposés aux enfants, gérés et animés par des professionnels de la sécurité, du secourisme et du monde maritime, représentant les différents partenaires de la Fondation. La Croix-Rouge monégasque, la DENJS, la police maritime, la mairie, les pompiers ou encore l'Académie monégasque de la mer avec un atelier de lancer de bouée. C'est tout simplement, si jamais ils sont en difficulté, déjà de pouvoir faire un signal de détresse et ensuite donc déjà de le découvrir, réaliser un petit parcours. On imagine que c'est l'effort qu'on doit fournir en natation pour aller sauver une personne. Ensuite aussi, on va mettre l'accent sur le protocole, sur la distance de sécurité qu'ils doivent avoir, justement pour lancer cette boîte tube, pouvoir sécuriser leur personne qui était en détresse et ensuite la ramener tranquillement. Allez, cloche-pied, magnifique. Je pose. Alors, pas mal. On peut se noyer dans sa dos, hein, d'accord? Donc, toujours quand on se prend le bain, c'est super agréable, mais si possible, on s'amuse avec papa. J'ai appris les numéros de sauvetage. Celui des pompiers, c'était 18, mais on pouvait aussi faire celui 1, 2. Je suis en train d'apprendre comment on se noie, comment secourir les gens qui se noient. Comment on fait justement? Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris quand quelqu'un est en difficulté, on doit appeler à l'aide. Les mignons étaient aussi de la partie pour cette journée de sensibilisation. On apprend plus facilement en s'amusant. Il récompense chaque année les plus grandes légendes du football. Le Golden Foot Monaco Awards a eu lieu hier au restaurant Rampoldi. Le prince Albert II était présent pour découvrir les lauréats 2025. Retour sur cette soirée de prestige avec Frédéric Elion et Camille Caloni. Ils ont inspiré et fait rêver des générations d'amoureux du ballon rond. Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo ou encore Ronaldinho, des légendes qui ont laissé une trace dans l'histoire du foot et à Monaco, puisque les empreintes de leurs pieds resteront pour l'éternité en Principauté. Jeudi soir, le prince Albert II a assisté au restaurant Rampoldi au Golden Foot Awards, une soirée au cours de laquelle 2 anciens champions du monde de 1998 ont reçu le prix des légendes. C'est sûr que c'est un honneur de pouvoir rejoindre cette famille de footballeurs. Je pense qu'il y a des noms qui sont
énormes, que ce soit Pelé, que ce soit Maradona, Beckenbauer. En fait, voilà, il y a Ronaldo derrière moi. Oui, c'est sûr que c'est un immense plaisir, une joie de rejoindre ces 140 noms. Il y en a au moins 140. Et puis sur la promenade des champions ici à Monaco. Je suis très fier. Là, ok, l'émotion est tellement forte que je n'ai pas réalisé en arrivant ici à la Principauté de Monaco. Et véritablement, oui, c'est un réel privilège d'être parmi ces grands, ces légendes. Et c'est assez particulier parce que moi, je fais que de rêver en fait, de les voir et d'être associé à cette grande famille. C'est juste exceptionnel. Je crois que voilà, c'est vraiment avant tout un plaisir d'être là pour pouvoir mettre ces empreintes. Et c'est des empreintes qui dureront toute une vie. Le Golden Foot Award masculin 2025 a été attribué à Antoine Griezmann. L'attaquant des Bleus et de l'Atlético de Madrid était absent, mais a fait une petite vidéo de remerciement et a offert un maillot dédicacé au souverain. Côté féminine, c'est l'ancienne attaquante du PSG et de Manchester City, la danoise d'origine afghane Nadia Nadim, qui a été récompensée. Football toujours, 3 jours après leur match nul à Paphos en Ligue des Champions, les Monégasques s'apprêtent à retrouver le championnat demain avec un choc face au Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1. Je vous propose d'écouter le coach Sébastien Pocognoli et le gardien Lucas Hradecki en conférence de presse d'avant-match. Oui, c'est le niveau Champions League, mais il y en a beaucoup, des matchs comme ça en Ligue 1, donc ça fait partie de la saison. Voilà, c'est un match à domicile contre la meilleure équipe de France de ces dernières années, donc pour nous c'est un beau challenge. J'ai envie de dire que c'est un match où on a tout à gagner, à faire une bonne prestation, donc on va essayer d'être le plus ambitieux possible, de pratiquer un jeu comme on a envie de le faire depuis mon arrivée, même si on ne le voit pas toujours, mais essayer d'être haut sur le terrain, d'apporter du jeu et de mettre une certaine pression dans leur camp. Donc ça, c'est l'ambition pour demain. I wouldn't say nothing to lose, but everything to win. And maybe that's a better mental aspect on that game, because we know, I mean, last year from PSG was unbelievable, and this year they basically stay on the same track. And but also, if you compare to PSG, I think Luis Enrique also needed some time to create a really good team. So I know it's one draw in the Champions League and 3 defeats in the French League at the moment, the last 4 games, but it feels stupid to say, but also this coach and this squad together, we need time, because also the injured players, they are coming back, so they haven't played that long in this new system and under the new coach. So it's a complex situation, but I can guarantee that we are fighting for it. Et les Rouges et Blancs se battront bien demain sur la pelouse du Louis II, coup d'envoi de la rencontre à 17h. Pour clôturer cette page sport, du rugby avec l'ouverture de l'Emirates Dubai Sevens, le plus grand tournoi à 7 du monde où 3 de nos équipes ont débuté aujourd'hui la compétition dans une ambiance unique. On retrouve tout de suite nos envoyés spéciaux Christophe Paco et Sylvain Péroumal au cœur de l'effervescence du tournoi. Une ambiance, oui, un état d'esprit aussi, le bob qui va bien, le petit short, le débardeur, c'est ça l'esprit du Seven, l'esprit du rugby à 7. On va faire le tour de ce qui s'est passé pour nos 3 équipes monégasques. On va commencer, honneur aux dames, par les Oumoussa, brillantes vainqueurs cet après-midi. 2 matchs, 2 victoires, et avec la manière, on écoute Chloé Pontus. Oui, c'est sûr, ça fait du bien. Le deuxième match a été un peu plus accroché que le premier, mais on tient les 2 matchs parfaitement avec le score, donc ça fait plaisir. Et puis quelle équipe soudée en tout cas. Ouais, c'est trop chouette, c'est vrai qu'on s'entend bien, ça nous a fait du bien de passer le début de la semaine tout ensemble, on a bien profité, et maintenant on n'a plus qu'à se régaler sur le terrain. Ouais, il faut aller jusqu'au bout maintenant avec 2 victoires comme ça. Ah mais maintenant il n'y a plus qu'à viser la finale, donc voilà, il reste encore 2 jours de compétition, ça va être encore long, va falloir bien récupérer et préparer la suite correctement, mais le but c'est la finale et la victoire. On y croit? Oui, on y croit. Wouhou! Quelle performance! 51-5, 33-17 pour les 2 premières rencontres. En revanche, pour les garçons, pour les Impies, c'est beaucoup plus compliqué. Écoutez l'entraîneur, Nicolas Bonnet. On fait 2 premières mi-temps qui sont vraiment abouties. La conférence de la première mi-temps, c'est peut-être une des meilleures qu'on ait jamais faites. Et après, on prend le score et on panique, on rend les ballons. On perd tous nos ballons en conquête, on reste toute la mi-temps chez nous sans le ballon. Contre des équipes de ce calibre, c'est compliqué, au bout d'un moment on craque. 19-7, cette partie-là, 12-12, il y a encore un petit espoir mathématiquement? Oui, il y a un petit espoir, il faut voir le résultat de South Seven et Scimitar. Mais l'objectif, comme j'ai dit, c'est de jouer 14 minutes comme on fait les débuts de match, d'avoir 3 victoires et puis croiser les doigts.
L'équipe réserve, elle, des Impies, l'équipe développement de Monaco a débuté très tôt ce matin avec un premier résultat prometteur. Quoique, écoutons l'entraîneur. La première victoire, c'est très bien, bravo. Par contre, c'est le premier match. Tout le monde a voulu un peu croquer, un peu aller au contact et défier un peu l'adversaire. Là, c'est bon. Au niveau de construction, on n'a pas fait un bon match. On a fait beaucoup de mauvais choix. Ce n'est pas possible. Allez. Vamos. 2-3 38-7 pour la première rencontre et la deuxième rencontre de poule. Un carton, 42-0 pour le plus grand plaisir du coach. On a très bien démarré le tournoi, surtout le deuxième match il était un peu mieux parce qu'on avait l'adversaire un peu plus fort que sur le premier match, mais on a vraiment bien négocié à la fois dans l'engagement et à la fois au niveau des plans de jeu, c'était très bien. Maintenant on sait que les tournois ils vont monter crescendo, on a vu 2-3 équipes en face qui sont vraiment pas mal et il faut qu'on se prépare correctement. Allez, on se retrouve demain pour la suite de la compétition avec une ambiance, paraît-il, le week-end, le samedi, de folie. Si on vous racontera tout, bien sûr, et on suivra encore nos 3 équipes monégasques ici à Dubaï. Et oui, nous ferons le point avec vous, Christophe, demain, merci. Elle était l'invitée du tout dernier Monaco Women Network hier. Victoria Stevenson, aux commandes du Columbus Monte Carlo, dans le quartier de Fontvieille, est la seule femme directrice d'hôtel à Monaco. Elle a accepté de nous partager son expérience professionnelle dans cette interview enregistrée en amont de son intervention. Victoria Stevenson, bonsoir. Bonsoir Sarah. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc à la tête de ce 3 étoiles, digne d'un 4 d'ailleurs. En plus d'être la seule femme directrice d'hôtel à Monaco, vous avez été élue manager de l'année il y a 2 ans. Quelle est la recette de votre réussite ? Je pense prendre du plaisir au quotidien et partager ses succès avec mes équipes. Et vous placez l'humain au centre et n'hésitez pas à faire appel aux associations locales pour intervenir auprès de vos équipes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, avec grand plaisir. Alors, on travaille dans un secteur de l'hôtellerie où l'humain est au cœur de notre quotidien, que ce soit nos équipes ou nos clients. Donc, je pense qu'il est essentiel que nos équipes soient épanouies dans leur quotidien chez nous. Et pour moi, ça passe par un épanouissement personnel et des problèmes qu'on rencontre tous à la maison. Et c'est comment on peut les accompagner sur des sujets comme ça quand ils sont au sein de notre établissement. Donc, on s'est associé avec Écoute Cancer et Réconfort pour accompagner notre personnel qui peut être touché, soit par un cancer, soit des membres de leur famille qui est touché, pour avoir un accompagnement psychologique. On a aussi travaillé avec She Can, He Can sur la menstruation, qui est un sujet qui touche tout le monde, même si on dit souvent c'est les femmes, mais ça touche les femmes comme les parents, les pères célibataires qui ont besoin de soutien pendant des moments comme ça de la vie de leur jeune fille. Mais on a aussi travaillé avec alors un sujet aussi qu'on pense très féminin, la ménopause, mais qui touche tous les managers dans tous les secteurs, parce qu'on a tous des femmes au quotidien dans notre entourage. Et automatiquement, c'est comment on peut les accompagner sur un sujet qui est extrêmement tabou pour la femme, mais comme pour les managers, mais aussi pour un couple, et un sujet qui n'est pas encore dont on parle beaucoup aujourd'hui dans notre monde en général. Donc c'est des sujets comme ça, mais on a fait aussi avec une association sur l'addiction, sur accompagner nos équipes sur l'arrêt du tabac, sur des mois anti-tabac. On a eu des gros succès là-dessus avec plusieurs personnes qui ont arrêté de fumer. Donc c'est des éléments comme ça, c'est les accompagner dans leur quotidien en même temps qu'être ici. Et on peut les accompagner bien sûr sur des sujets en interne, sur des formations qui sont nécessaires pour l'hôtel. Mais on aime bien jongler les deux. Et vous avez beaucoup voyagé pour faire vos armes avant de revenir vous installer à Monaco. Mais votre première expérience dans la profession, c'était ici, en Principauté. Quels souvenirs vous en gardez ? J'en garde un très très bon souvenir. J'ai eu la chance de faire un stage à l'hôtel de Paris avant de prendre mon envol pour une école hôtelière en Suisse. Et c'est vraiment l'humain que j'ai retrouvé dans ce secteur, même en cuisine, parce que mon stage était en cuisine et le partage de moments qu'on retrouve dans notre milieu est magique. Oui, l'esprit d'équipe et dans l'hôtellerie, on peut gravir les échelons rapidement. C'est un avantage. Vous êtes vous-même entré au Columbus en tant que commercial.
Tout à fait. C'était un choix personnel à ce moment-là. J'ai une préférence pour les opérations où on a des moments qui changent d'une minute à l'autre dans notre secteur. C'est pour ça qu'on le fait, je pense. Mais je pense que le travail est quelque chose d'essentiel et l'investissement, la curiosité dans ce milieu, de ne pas rester dans juste notre service pour apprendre à ce qui se passe un petit peu de partout dans l'hôtel. Donc c'est comme ça qu'on gravise les échelons, d'après moi. Aujourd'hui, les secteurs de l'hôtellerie-restauration peinent à recruter depuis la crise sanitaire. Quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes qui nous écoutent et qui hésitent peut-être à se lancer ? Je pense que c'est un métier, c'est un métier de passion. On ne peut pas le faire si on n'aime pas l'humain, si on n'aime pas l'échange. C'est un métier qui apporte énormément humainement, mais dans le voyage, comme vous avez dit, j'ai eu la chance de voyager. Mais avec l'hôtellerie qui est présent mondialement, on a cette opportunité de pouvoir bouger dans n'importe quel pays, n'importe quelle ville et découvrir beaucoup d'autres manières de faire que celles qu'on peut avoir chez nous. Donc je pense que ça ouvre des portes derrière aussi pour faire autre chose si jamais on veut quitter le secteur de l'hôtellerie. Bon, vous n'êtes pas prête de le quitter, hein ? Ah non, pas du tout. Merci beaucoup Victoria Stevenson d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous Sarah. En manque d'inspiration pour vos menus de fête, rendez-vous donc ce week-end au Monte Carlo Gastronomie sous le chapiteau de Fontvieille. Le salon revient pour une 28e édition. Au menu, spécialités régionales, françaises, italiennes et européennes à goûter et à acheter. Démonstrations culinaires et concours gastronomiques. Attention, ce reportage de Crescinda Petit-Homel et Camille Caloni risque de vous donner l'eau à la bouche. Durant 4 jours, exposants et visiteurs se retrouvent autour de produits d'exception, foie gras, charcuterie, spiritueux, fromage, huîtres, pain d'épices, truffes et spécialités régionales. Une édition placée sous le signe du partage et de la découverte. Un rendez-vous incontournable avec plus d'une centaine d'exposants venus de toute la région et au-delà. Ici, vous pouvez trouver tous les produits à base de truffes, qui c'est nous qui les fait en Ombrie. On a une entreprise, on a des terroirs de propriété pour chercher la truffe et c'est fait complètement à la main, artisanal les produits. Il a aussi la truffe blanche d'Alba et la truffe noire d'Ombrie. C'est tout à base de truffes, à partir de les mayonnaise et ketchup. Les nouveautés de cette année, c'est burro di arachidi à la truffe, 100% naturel. Après, ça aussi, c'est une grande nouveauté, c'est une selle noire aux truffes avec l'or dedans. Un peu plus loin, des couleurs bien de chez nous et des saveurs forestières attirent à leur tour les visiteurs. Sur mon stand, vous pouvez retrouver donc tout ce qui est champignons, plusieurs variétés qu'on ne trouve pas ailleurs, d'accord. Vous avez les forestiers, vous avez les morilles, vous avez les cèpes, vous avez donc après nous faisons spécialement pas que les champignons comme ça. Nous on fait aussi des kits cèpes. C'est bien pour des familles, d'accord. C'est pris en 15 minutes et c'est une préparation qui est simple, à base de lait et de crème fraîche. Vous avez nos ingrédients et les champignons. Et à 15 minutes, vous avez mangé. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver chez vous? Alors, olives, antipasti, spécialité maison, de la maison Magourneau, Aix-en-Provence. Voilà. Alors, quelle sorte d'olives? Olives, alors ce sont des gros sànes, les olives d'Aix-en-Provence. On a aussi des olives de Sicile et des Kalamata, des grecs classiques, qui sont appréciés ici. Alors qu'est-ce qui est le plus demandé? Le plus demandé, alors la grosse sàne à l'ail au persil, classique. Notre ail confit, dont c'est la spécialité, confit 6 mois au vinaigre. Nos tomates confites, avec lesquelles on a remporté le Grand Prix de la meilleure tomate au Salon de l'Agriculture 2024. Voilà. Et comme chaque année, les amoureux de fromage trouvent eux aussi leur bonheur parmi les stands. Sur notre stand, on va pouvoir retrouver du comté, du beaufort, des tomes aromatisées et aussi de la tome à la truffe. De la tome de chèvre à la truffe et de la tome de vache à la truffe aussi, qui est un peu notre spécialité. On vient avec nos grosses meules, on vous les présente, on vous propose un morceau, on coupe et on peut même mettre sous vide aussi pour la conservation. Ça se conserve plus longtemps, à peu près 6 mois au frigo. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus demandé? Le comté, le fromage préféré des Français.
Et si nous aimons le comté, nous aimons également les émissions de télé-réalité. Le salon propose plusieurs animations, dont le très attendu concours Maestro, qui met face à face chefs confirmés et jeunes talents dans un défi culinaire aussi technique que spectaculaire. Et une nouveauté cette année, le salon sera ouvert gratuitement lundi entre midi et 2, une initiative pensée pour les pendulaires afin de leur permettre de découvrir les stands durant leur pause déjeuner. Restons à table. La communauté américaine a célébré Thanksgiving au Marius hier. Les convives rassemblés par l'association Monaco USA ont eu droit à un festin complet composé de dinde rôti bien sûr et sa farce en plat principal. Elle a été servie avec d'autres mets traditionnels, purée de patates douces, apple pie. Vous les voyez sur ces images. Ce sont des recettes maison originales de Kate et Didier du Stars & Bars. Savez-vous que nous célébrons ce 28 novembre la journée de la Méditerranée, l'occasion pour l'Institut océanographique de dresser un premier bilan de son exposition Méditerranée 2050. Inaugurée en mars dernier, elle a franchi le cap des 500 000 visiteurs. Il s'agit d'un voyage spatio-temporel en 4 étapes pour imaginer ce que pourrait devenir la Grande Bleue dans 25 ans. Ce journal est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité. À suivre les prévisions météo de Christinda Petit-Homel et puis de votre après-JT. Mais juste avant ça, je vous laisse vous imprégner de la magie de Noël qui a gagné la principauté hier soir. La famille princière a donné le coup d'envoi des illuminations de la ville. Un moment immortalisé par Manuel Vitali. Très belle soirée à vous sur Monaco Info et à demain 19h. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Demain sur Monaco, le temps sera radieux. Un beau soleil s'installera dès le matin et restera présent toute la journée. Les températures seront comprises entre 6 degrés au lever du jour et 15 degrés l'après-midi. Et puis nous fêterons également Saint-Saturnin. Alors, l'anecdote du jour, Saturnin tire son nom du dieu romain Saturne, protecteur de l'agriculture et des récoltes. Dans l'Antiquité, on célébrait Saturne lors des Saturnales, des fêtes connues pour leur ambiance joyeuse et renversée où l'on oubliait les règles du quotidien. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.